Décembre 2006, Montréal, restaurant Masaï Bistro Lounge. Nick, c'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que tu tiens là? C'est la feuille sur laquelle tu as mis les pourcentages et ce que tu vas faire pour acheter nos parts. Je l'ai trouvé sur ton bureau. Tu te moques de nous, Nicolas? Ça fait à peine quelques mois que le restaurant est ouvert et tu projettes déjà de nous virer? Tu te fous de notre gueule? Vous n'avez pas compris. Vous savez que le restaurant va mal et je suis en train de réfléchir à toutes les options et notamment racheter vos parts, mais je ne complote rien. Ça ne peut plus durer. Effectivement, ça ne peut plus durer. Nicolas revient chez lui quelques heures après. Il décide de quitter le navire pour sa première expérience entrepreneuriale, ouvrir un restaurant avec 3 amis. Un échec, un fiasco même. Pourtant, la prochaine idée de Nicolas est déjà là. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un entrepreneur qui fait de l'échec une force. Nicolas Duvernois, le Québécois, qui invente Pure Vodka et d'autres marques d'alcool qui deviennent un succès en plus de 10 ans. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média et de l'agence Inspire Création, l'agence qui vous aide à devenir la référence de votre secteur grâce à l'audio. Et n'oubliez pas surtout de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène en description de cet épisode. Nicolas Duvernois est le fils d'une Québécoise et d'un immigré français, Louis Duvernois. Nicolas, faut bien le dire, n'est pas doué pour les études et c'est plutôt un rêveur qui se passionne pour une seule chose, le basket. Il est même accepté en sport-études au lycée de Montréal, mais il finit par arrêter le basket, à la surprise générale. Malgré des notes moyennes, il intègre l'université en sciences politiques et démarre alors en parallèle un boulot d'étudiant comme homme d'entretien à l'hôpital pour enfants Sainte-Justine. En 2004, il fait un stage à Radio-Canada. Nick, tu peux me préparer un dossier de presse sur Isabelle Boulay pour demain? Ok. Après 2 jours à bosser comme un dingue, Nicolas comprend une chose. Je peux pas passer ma vie à faire des dossiers de recherche sur des gens qui ne m'intéressent pas. Et oui, il a une révélation pendant ses années d'université. Il veut devenir entrepreneur et il dévore tous les livres qu'il trouve sur le sujet. Il veut travailler pour lui-même, comme son père l'a fait avant lui quand il a lancé sa maison d'édition. Pourtant, comme à chaque fois, l'échec n'est jamais très loin pour Nicolas. Lui, qui rêve d'un master en gestion, est recalé. Puis, un jour, après un voyage en France, il se dit qu'ouvrir un restaurant serait parfait. À son retour, il en parle à plusieurs amis. Non mais tu vois, on sort tellement qu'on peut dépenser notre argent dans notre restaurant avec notre concept. Ah, ce serait cool. Mais tu t'y connais en restaurant? Non, pas du tout, mais on va apprendre. Ah oui, ils vont beaucoup apprendre. Le Masaï Bistro Lounge est lancé en fanfare à l'été 2006. C'est Nicolas, l'initiateur du projet, et il embarque avec lui ses 3 meilleurs amis. Les problèmes s'accumulent pour les jeunes fondateurs. D'abord, ils mettent toutes leurs économies pour ouvrir un lieu dans un endroit peu fréquenté de Montréal et font aussi des choix basés sur leurs envies. Pas de calcul de coût de revient ou de prix pour leurs marchandises. En quelques mois, les finances du restaurant plongent. Nicolas ne veut pas tout perdre et commence à réfléchir à des portes de sortie. Nick, c'est quoi ça? Quoi? Qu'est-ce que tu tiens là? C'est la feuille sur laquelle tu as mis les pourcentages et ce que tu vas faire pour acheter nos parts. Je l'ai trouvé sur ton bureau. Nicolas est au bout du rouleau et décide alors de quitter le restaurant du jour au lendemain. Il perd son argent, celui de ses parents et de sa sœur. À son retour à la maison, ce soir-là, Nicolas est au bord des larmes. Sa nouvelle copine, Caroline Auger, est là pour le consoler. Non, quel échec, putain. Je pensais pas que j'en serais là. Toutes mes économies partir en fumée, des amis d'enfance perdus. Tu as fait tout ce que tu as pu, Nick. Mais ils n'ont pas compris que je bossais pour redresser la situation. Ne te désespère pas. On va se battre ensemble. Caroline, sa nouvelle petite amie, rencontrée pendant un dîner il y a quelques mois. Un véritable coup de foudre pour une femme qui deviendra son épouse et un soutien inconditionnel dans tous ses projets. C'est pourtant au restaurant qu'il découvre une idée qui change tout.
pendant ses 6 mois au restaurant, Nicolas fait une étrange découverte. Dis, tu as vu les ventes de vodka? C'est le double de celle de rhum. Je suis sûr qu'on se fait voler, c'est pas possible. Ah bon? Tu es sûr, Nick? Attends, je vais recompter. Nicolas a beau vérifier pour la 4e fois, personne ne leur vole l'alcool. Mais ce sont bien les consommateurs qui boivent plus de vodka dans leur restaurant que tous les autres alcools. Et lorsqu'il passe acheter une vodka locale à la SAQ, la Société des alcools québécoise, il est surpris. Comment ça, aucune vodka n'est produite au Québec? Pour Nicolas, c'est une surprise car la vodka est fabriquée avec une eau de qualité et le Canada est la capitale de l'eau dans le monde. Ça y est, Nicolas l'a, son idée. Alors, quand en décembre 2006, il revient le moral dans les chaussettes, il annonce à Caroline et ses parents dans la foulée. Je vais faire le projet qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois. Faire une vodka canadienne. Quand il fait cette annonce, tous les trois le regardent sans rien dire. C'est son père qui prend alors la parole. Mais c'est une bonne idée. Et c'est quoi le nom de cette vodka? Pure vodka. Ce qui importe le plus pour une vodka, c'est sa pureté. Nicolas reprend cette fois à temps plein son job de ménage à l'hôpital. Il bosse le soir et le jour, il ponce Internet à la recherche de toutes les informations qu'il peut. Il ne lâchera pas son idée. Pure vodka. Nicolas achète alors toutes les vodkas dans les supermarchés et les goûte une par une. Il établit un classement et les compare entre elles. Puis il décide d'ouvrir les statuts de la société et d'investir dans du matériel de distillerie. Il veut comprendre et être capable de faire sa propre vodka. Tous les jours, après son travail du soir, il est dans le petit appartement du couple. Alors, de l'eau ici, un peu de maïs là. Alors, Honey, ça donne quoi? J'ai distillé ma première vodka. Nicolas crée son propre processus de distillation en toute illégalité et finit par demander un permis de production. Mais les temps sont durs et Nicolas veut faire un prêt auprès des banques. Prêt refusé. Comme le lui fait remarquer un banquier quand il obtient un des seuls rendez-vous. Monsieur Duvernois, vous demandez de l'argent pour lancer une marque de vodka au Québec. Et sans garantie, avec votre seul job de balayeur à l'hôpital, alors que vous avez encore des dettes de votre expérience précédente. Ce n'est pas possible pour nous. Il faudra donc s'autofinancer coûte que coûte. Caroline multiplie les petits boulots, mannequin le jour et serveuse le soir. Tout l'argent de l'hôpital est alors investi dans le projet de Nicolas. Et c'est Caroline qui finance les dépenses courantes. Toute la famille se met aussi à le soutenir. Puis, en 2008, il s'associe avec un ancien client de son restaurant, Christopher Lecky. Christopher, qui est le gestionnaire des deux et l'homme d'affaires. Quelques semaines plus tard, Caroline, Nicolas et Christopher se retrouvent chez un distillateur pour goûter leur vodka après presque un an de boulot. L'excitation est au plus haut. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Depuis quelques mois, Nicolas travaille avec un distillateur pour tester et produire ses vodkas. Et ce jour de fin 2008, il est stressé et excité à la fois. Des mois de boulot sont devant lui dans la petite salle qui ressemble à un bar, dans la salle du distillateur. Avec Caroline et Christopher, il découvre 26 petits verres sur une grande table en bois. Bonjour à tous les trois. On a donc fini de distiller avec la recette de Nick différents types de vodka. On a fait 26 tests différents. Surtout que vous êtes les seuls à utiliser du maïs pour faire de la vodka. Ça n'a pas été simple. Installez-vous. Commencez par le premier verre. Après les 15 premiers essais, Nicolas ne ressent rien. Les vodkas ne se distinguent pas. Certaines sont plus douces, mais aucun coup de cœur. Et si je m'étais trompé? Alors qu'il prend le 21e verre, il trempe légèrement ses lèvres. Un frisson le parcourt. Incroyable. Les trois fondateurs se regardent et goûtent tour à tour ce 21e verre. Le goût
est incroyable, fin et fort, un goût pur, une fraîcheur inégalée. Nick, tu l'as fait. Cette vodka est incroyable. Yes, mais yes! Cet échantillon est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Nicolas rentre en vitesse dans son appartement et envoie une commande de 10 800 bouteilles de vodka. Entre-temps, ils envoient aussi des échantillons à la Société québécoise des alcools pour valider la vente de la vodka. Mais alors qu'ils reçoivent leur bouteille de vodka, ils reçoivent aussi une lettre de la SAQ. Leur vodka n'est pas autorisé à la vente. Un énorme coup de massue pour Nicolas, qui ne sait plus quoi faire. Malgré des semaines de courriers et d'appels, la SAQ est inflexible. C'est la catastrophe. 3 ans de boulot à la poubelle. Début 2009, Nicolas est désespéré. Il n'y a plus d'argent et ses bouteilles sont entreposées sans pouvoir être vendues. C'est alors qu'il découvre un concours qui vient juste d'être lancé à Londres, le World Vodka Master. Le concours qui désigne la meilleure vodka au monde. Sur un coup de tête, Nicolas postule. Ah merde, il demande le nom du responsable des relations presse. Nicolas Duvernois, Nicolas Duvernois. Ah mince, ils veulent aussi le responsable marketing. John Smith. Caroline, pour le concours de la meilleure vodka, ils veulent tous les noms de l'organigramme de Pure Vodka. Tu peux m'aider? On va mettre des faux noms, on s'en fout. Voilà, c'est fait. C'est le dernier espoir pour Nicolas. Et ça, c'est une autre histoire. À écouter au prochain épisode. Merci, 3 fois merci pour votre fidélité. C'est précieux, car comme vous le devinez, c'est quand même beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, du travail sonore, bref, on ne chôme pas, on adore vous faire des beaux épisodes. Donc merci à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture, Morgane Bouchiba pour le son. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à nos événements, à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, en descriptif de cet épisode, pour me retrouver, pour nous retrouver, pour retrouver des entrepreneurs inspirants avec lesquels on pourra échanger. Merci à tous, à bientôt.